Monsieur Duclou, bonjour. Bonjour. Alors merci à vous d'être là aujourd'hui au marché des Douves. Comment est-ce que vous avez connu le quartier? Bon, alors ça remonte assez loin. Il faut vous dire quand même d'entrée que ma grand-mère a été marchande au Capucin. C'est-à-dire que, disons qu'elle s'est mariée début 20e avec un Bordelais, et donc elle est venue à Bordeaux où elle a appris le français, puisqu'elle était d'une région frontalière euh, pyrénéenne, quoi, Elle était d'où votre mère? ma grand-mère, hein, Votre grand-mère, oui. Bénasque. C'est-à-dire Bénasque, c'est le trou du taureau, une des origines de la Garonne. L'origine principale, d'après Casteret, donc c'est, à l'autre bout du fleuve, tout à fait à l'origine du fleuve. Et c'est très proche de la frontière. Et disons qu'il y avait toujours une migration des gens de ce village pour travailler l'hiver dans la région bordelaise, entre autres les hommes qui venaient pour la vigne au moment des épidémies de phylloxéra, etc. Et votre grand-mère est arrivée donc dans quelle époque? 1903, elle s'est mariée dans le village avec mon grand-père dont les parents étaient originaires du village aussi, mais qui eux étaient arrivés vers 1870. Donc étaient implantés à Bordeaux. Mon grand-père est né à Bordeaux et disons qu'il souhaitait se marier avec une fille qui n'est pas trop roulée, comme on dirait aujourd'hui. Donc sa mère lui a dit va au pueblo et puis là il y a ma soeur qui y habite encore. Si tu trouves une fille qui te convienne, elle te dira si elle est sérieuse ou pas. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc une fois mariés, ils sont venus ici à Bordeaux, mais ma grand-mère n'a parlé que le patois local. Donc ils sont venus bien sûr à cause des conditions, à cause de ce qui se passait en Espagne. Non, pas tellement, non. Ah. Bon, là, c'était. Il y avait eu un reliquat de guerre carliste vers fin 19e, là, le petit-fils de Carlos, l'histoire de succession d'Espagne, etc. Ferdinand VII, sa fille, Isabelle II. Et enfin bon, je ne vais pas faire l'histoire d'Espagne, hein. Mais il y a eu des troubles finalement, et puis certaines personnes me sont éloignées de là, mais c'était fin 19e ça. Hein. Oui, excusez-moi, oui. Donc après, donc ma grand-mère est arrivée ici, et ils sont arrivés dans le quartier espagnol où mon grand-père habitait déjà en famille avec ses parents, rue Riozac, pour ne rien cacher. Et donc ils sont établis ensuite dans rue Saint-Jean pour rester dans le quartier espagnol, quoi. À l'époque où le cours d'Isère s'appelait cours d'Espagne. D'accord. Voilà, donc. Et elle a appris le français au Capucin. C'est tout simple. Et alors comment elle s'est retrouvée effectivement au Capucin? Parce qu'elle aurait pu être dans les vignes. Ah ben non, parce que mon grand-père habitait, je vous ai dit, rue Riozac, qui est de l'autre côté du cours d'Isère par rapport à la rue La Jarte. C'était déjà le quartier espagnol. Et donc, beaucoup d'Espagnols travaillaient au marché, tout simplement. Elle faisait portanière. Hein. C'est-à-dire qu'avec Pardon? portanière, hein. Ces femmes avaient un très grand panier plat sur la tête, isolé de la tête avec un rondin. C'était un tauron de paille rembourré. Se posait ce rondin sur la tête et posait par-dessus un panier assez large qui faisait presque 2 mètres de diamètre, pas 2 mètres, mais peu s'en faut, et sur lesquels elle portait des cajots, des épiciers qui avaient fait leur commande, soit au marché de Gros, qui était au Capucin aussi, et il fallait le porter vers leur charrette ou leur voiture pour ceux qui en avaient. Donc eux continuèrent l'achat, et puis ces portanières connaissaient les charrettes ou les véhicules, ces épiciers, elles le portaient, etc. Moyennant quoi le gars leur donnait une boucle, comment dire aujourd'hui, dans un pourboire, quoi, une pièce. Voilà, donc elle a appris le français au Capucin, mais le français de l'époque, qu'elle a toujours gardé ce vocabulaire, quoi. Et alors, en permanence, et évidemment, elle a abandonné son travail au Capucin, parce qu'en plus, elle a fait portanière d'abord, ensuite, elle a été commise d'une marchande de poissons, qui s'appelait, je crois, Madame Camille, et puis l'après-midi, elle faisait une petite sieste, et l'après-midi, elle allait dans les rues vendre ce qu'on appelait le royant. Alors le royant,
d'après l'explication qui avait été faite par Pierre-Henri Gontier, c'était la sardine que l'on salait pour la vendre comme ça, pour qu'elle se conserve. Parce que antérieurement, la sardine venait à Arcachon. Et les Chaptal-de-Buch avaient déclaré que, ça ce sont les explications de Gontier, le Chaptal-de-Buch avait déclaré qu'il fallait taxer les sardines qui allaient sur Bordeaux. Moyennant quoi, la jurade de Bordeaux avait dit, bon, mais puisqu'il y a ce problème-là avec Arcachon, on va les faire venir de Royan, qui était un port de pêche aussi important pour la sardine, mais les sardines qui voyageaient de nuit d'Arcachon à Bordeaux arrivaient fraîches, mais Royan, ça faisait beaucoup plus long, il fallait les saler. Donc, le Royan était demi-sel, alors que la sardine Arcachon était nature. Alors c'est pour ça qu'on dit le Royan, c'est la sardine demi-sel, parce que quand elle venait de Royan, il y avait, je sais pas, mettons, au pas des mules, hein, c'était les mules qui amenaient ça. Voilà, donc il y avait cette différence de salé, et les gens consommaient cette sardine demi-sel crue. Et alors laquelle était la moins chère? Alors ça, je ne vous la dirai pas, ça remonte quand même. Alors, ce sont des questions perfides. Hein. Attendez, alors. Bah, elle devait être plus chère, celle qui était les plus fraîches, celle d'Arcachon, elle devait être plus chère. Pas forcément, puisque les Chaptal-de-Buch avaient imposé justement une taxe supplémentaire sur les sardines. Et d'ailleurs, à Bordeaux, on ne les achetait plus à Arcachon, parce qu'elle était plus chère que celle de Royan. Voilà, alors donc, elle vendait le Royan avec un panier, et Royan, Arcachon, il y a du... Alors, il y avait le Royan de Royan, mais après, par extension, les sardines sont revenues quand même d'Arcachon, parce que, évidemment, ils avaient de la mévente, donc ils sont radoucis, etc. Et la sardine qui venait d'Arcachon, on la salait pareil, et on disait c'est le Royan d'Arcachon. Vous voyez l'amalgame. Ouais. Quand vous dites le français qu'elle parlait, elle a appris à parler le français de l'époque. Le bordeluche de l'époque. Ah, c'était le bordeluche. Ah, c'était le bordeluche. Et alors justement, comme elle a connu que ce langage, disons, d'apprentissage, si je peux dire, parce qu'elle avait son vocabulaire en espagnol, en aragonais benasquez, comme on dit là-bas. Disons, c'est une réminiscence de l'aragonais, puisque, bon, il y a eu ce problème entre le castillan et l'aragonais pour la langue officielle espagnole, mais les provinces ont gardé en mémoire cet aragonais, et là, en particulier à Benasque, c'était le cas. Et en famille, tout le monde parlait ce patois. On connaissait bien le castellano officiel, mais disons que ce n'était pas la langue utilisée de manière courante. Donc au marché, ça parlait le bordeluche essentiellement. Le bordeluche avec tous les hispanismes, tous les gasconismes qu'on peut imaginer. Oui, c'est ça. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez nous expliquer le bordeluche à l'origine, c'est du gascon. Oui, il y a beaucoup de mots qui sont pris dans le patois, enfin le patois, le gascon. Beaucoup diront non, c'est l'occitan. Enfin, le gascon est une version d'occitan, quoi, finalement. Et après, on retrouve dans ce bordeluche des mots espagnols. Voilà, des mots dont, par exemple, les gens qui venaient d'Espagne, les personnes qui avaient immigré, n'avaient pas toujours en mémoire le mot exact, traduisaient de manière simpliste le mot espagnol. Par exemple, le visage, la carre, on disait la carre. Et il se trouve que, en gascon, par exemple, pour le gémage des pains, on parle de la carre aussi, la carre de gémage, donc c'est l'aspect du tronc du pain que l'on pèle régulièrement pour enlever la résine qui est compactée et pour faire saigner encore davantage la résine, la sève. La cabesse, etc. Il y a tant de mots qui sont disons, des hispanismes, quoi, mais traduits d'une manière simpliste.
Oui, parce que est-ce qu'on peut dire que le bordeluche s'est répandu et développé aussi en fonction des vagues de migration et aussi des métiers. C'est-à-dire que les gens sont venus pour faire de la viticulture, de faire de l'ostréiculture, faire du géma, travailler dans la sylviculture. Et c'est comme ça que ça s'est développé en fait. C'est-à-dire que tout Bordeaux avait le même vocabulaire. Maintenant, tout ce qui est sorti, qui est parti en périphérie, disons, ça n'était plus tellement contrôlable au niveau du parler local, du bordeluche, entre guillemets, pur. Il est bien évident que tous les problèmes afférents, disons, aux fermes ou à la sylviculture, etc., étaient un vocabulaire qui n'intéressait que les gens qui étaient branchés précisément. Mais les gens de Bordeaux, à part peut-être ce qui concernait la viticulture, étant donné que les gens, les viticulteurs, les préfecteurs, ce qu'on appelait, ou les ouvriers des vignes, avaient un vocabulaire que les bourgeois bordelais qui étaient propriétaires de ces vignes devaient comprendre impérativement pour pouvoir échanger avec, évidemment, éventuellement et tout naturellement avec le chef de culture, mais aussi avec les employés qui travaillaient sur les terres. Donc les nobles ont été, on va dire, un petit peu obligés d'apprendre pour communiquer. Oui, mais justement, bien souvent, ils se moquaient un peu de leurs employés, quoi, de leur personnel. Donc vous l'avez vu, votre grand-mère, avec son grand panier Non, moi je l'ai vue tout à fait occasionnellement, parce qu'elle a arrêté un peu trop tôt, enfin, un peu trop tôt pour mon choix, mais disons que occasionnellement, dans son jardin, si elle avait des roses ou comme ça, elle prenait un panier qui était assez typique au Capucin, c'est un panier où on mettait champignons. C'était un panier de clisses de châtaignier qui avait la forme d'un parallépipède, d'un prisme rectangulaire. Pardon. Et alors, décidément. Allez-y. C'est pollen, hein. Donc, elle mettait quelques bouquets de roses dans son panier, puis elle les vendre comme ça. Vous voulez des roses, comme elle aurait fait en d'autres temps pour ses sardines, quoi. Voilà, donc, mais en réalité, moi, je ne l'ai pas vue opérationnelle sur le marché ou en train de vendre, effectivement. Mais elle avait conservé des amis de son époque. Et comme mes grands-parents à l'époque avaient, vous savez qu'il n'y avait pas de caisse de retraite, etc. Donc les économies, il fallait les placer dans l'immobilier. Et ils avaient acheté une maison dite de rapport du côté de la rue des Forts. Et occasionnellement, ma grand-mère allait encaisser des loyers. Et comme elle nous gardait, parce que mon père avait été mobilisé en 1939, et ma soeur et moi, ma mère a cherché du travail, parce qu'il fallait bouillir la marmite quand même. Et ma soeur et moi, donc, on vivait dans une grande maison qui appartenait à mes grands-parents, mais qui est divisée en plusieurs appartements. Et donc, c'est ma grand-mère qui nous gardait et qui nous a insufflé son vocabulaire, etc. Mais le jeudi, un certain jeudi, ou premier jeudi du mois, ou comme ça, elle allait encaisser ses loyers. Et donc, on allait de Pessac jusqu'à la rue des Forts à pied. Et au passage, les Capucins, elle allait voir ses copines, dont une Mariette d'Os, je me souviens d'elle parce que c'était, disons, sa meilleure copine, si je peux dire, qui habitait rue La Fontaine, et immanquablement, on passait voir Mariette d'Os pour... Ça ressemblait à quoi? Eh bien, c'était un dialogue en bénasquès, quoi, finalement, parce que cette Mariette Marie d'Os était de Cassapéronne, dans le village, du même village, quoi. Et donc, elle paraissait expliquer en traîneau, voilà. Et moi, j'étais là, je regardais les mouches, évidemment, pas du tout intéressé. Ou alors, occasionnellement au marché, s'il y a une de ses copines qui passait, vite, va la chercher, tu l'appelles, dis qu'elle vienne. Madame, ma grand-mère veut vous voir. Et qui était grand-mère? Eh bien, elle est avec Marie d'Os.
Alors regarde, ah oui, oh là oui, j'arrive. Et ça y allait à la bavette, et puis voilà quoi. Et alors vous, Claude, d'aussi loin que vous vous souvenez, c'est quoi vos premiers souvenirs c'est quoi vos premiers souvenirs dans le quartier? Ah ben alors du marché, oui, on passait, et donc c'était le Vous aviez quel âge? bon là je peux avoir 7-8 ans. Hmm. 7-8 ans. Et alors donc c'est le marché, donc il y avait, donc c'était l'ancienne halle type halle Baltard, vous voyez, avec la halle métallique, pas du tout celle de maintenant quoi. Alors là, vous parlez du marché des Douves, hein? Ah non, Non, vous parlez non, des non. Capucins. Le marché des Des Capucins, Capucins. hein, où le marché de gros et de détail était mélangé. Et au milieu, vous aviez le 23, le tram, qui passait sous la halle, au milieu de la halle. Et de part et d'autre de cette allée centrale, vous aviez des compartiments où les mandataires stockaient les produits. Mais c'était évidemment à la petite échelle. Quand on imagine maintenant le marché de Brienne, c'était à côté, c'était ridicule, quoi. C'était rikiki. Donc à l'époque, vous aviez le légume. Quand vous arrivez du cours de l'Isère, vous aviez le légume côté gauche, et côté droit, vous aviez le poisson, vous aviez la morue, la volaille, la criée. Et puis après, au bout, il y avait, je sais pas, quelquefois il y avait de la triperie ou comme ça, mais après ça avait été transféré aux douves à cause des frigos. Parce que les frigos étaient aux douves. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Vous, Claude, vous faisiez quoi comme différence entre les Douves, le marché des Douves et le marché des Capucins? Ah ben les douves, vous alliez où non, les douves, on n'y allait pratiquement pas. Ma grand-mère n'y allait pratiquement pas. En plus, à partir, si vous voulez, du début de la guerre, il y a eu la restriction. Alors là, les douves, c'était pas, si vous voulez, comme maintenant, où tout le monde vous accroche pour vous faire acheter de la viande comme ça. Là, disons que vous étiez assujetti à un commerce de quartier. On était inscrit chez ce commerçant pour l'épicerie, vous étiez inscrit chez un boulanger pour le pain, et vous étiez inscrit chez un boucher pour la viande. Et vous ne pouviez pas aller ailleurs parce que vous n'aviez pas votre attribution chez cet autre, chez le concurrent de celui chez qui vous étiez inscrit. Donc là, vous étiez pieds-poings liés avec vos commerces de quartier. Donc c'était inutile de chercher à acheter quoi que ce soit aux Capucins. C'était pas possible. Il n'y avait rien à vendre pour vous. Donc on n'y allait pas. Aux Douves, ouais. Et alors du coup, les relations que vous deviez avoir avec les commerçants aux Capucins, ça devait être très spécial quand même. Vous deviez très bien vous connaître au final. Eh bien, c'est-à-dire que ma grand-mère connaissait, oui, moi je connaissais personne, hein, parce qu'elle m'a dit, ouais, c'est une telle, c'est une telle. Ah oui, ben, bon, à part, je vous dis, cette Marie d'Os, que je connaissais très bien, parce que même occasionnellement, j'allais lui dire bonjour, rue La Fontaine, mais autrement, les autres, je ne les connaissais pas du tout. Si vous voulez, c'est une autre époque. Et par exemple, tout de suite après la guerre, quand le commerce a pu se rétablir, pas comme avant, mais bon, parce qu'il y a eu quand même des restrictions jusqu'en 1948 au moins, et après, donc, dans les années 50, c'est reparti au beau fixe, et là, il y avait énormément de monde, parce qu'il n'y avait pas les grandes surfaces, et il y avait énormément de monde au marché, mais vraiment du monde, et ça se piétinait, ça se bousculait. Je vous dis, c'était quelque chose d'invraisemblable par rapport à ces années de disette de la guerre. Pendant la guerre, vous ne trouviez pas un trognon de chou par terre, parce que tout le monde ramassait tout ce qui pouvait servir à nourrir des lapins qu'on avait dans la cave ou autre. Il n'y avait rien de traîné. Alors que maintenant, vous avez quantité de marchandises qui partent à la poubelle, quoi, ou même des poissons qui sont un peu... qui partent à l'équarrissage, quoi. Voilà. Et quand on a 7-8 ans, comment est-ce qu'on voit cet endroit avec ça bouge de partout. Ah, ça bouge de partout, oui, mais c'était... alors bon, en plus, ma mère habituée, pourtant on habitait Pessac, on habitait loin, mais il fallait venir faire les achats au marché
après, quand tout a été presque en vente libre, quoi. Donc il fallait venir faire les achats au marché parce que c'est quand même plus économique que le- les commerçants de quartier qui eux-mêmes achetaient ou au grossiste ou autre, mais qui par-dessus avec ce qu'on appelait leur bénéfice, leur gratte, quoi. Leur bénéfice. Alors, imaginez que, par exemple, sur un kilo de viande, il fallait payer la patente, il fallait payer la location du local, le personnel s'il y en avait. Enfin bon, c'était évidemment, le prix était majoré. D'autant plus qu'ils n'achetaient pas forcément aux distributeurs, aux abattoirs, aux chevillards. Ils achetaient euh, comment dire, des bouchers qui faisaient le demi-gros, par exemple. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et vous, Claude, quand vous me parlez de ce bouillon de culture entre l'Espagne, la France, du coup, vous, à 7 ans, enfin, en grandissant, vous sentez comment? Vous sentez quoi appartenir à... Vous parlez espagnol, par exemple? À l'époque, non. À l'époque, je ne parlais pas espagnol. Parce que, de toute façon, en famille, à part ma mère et ma grand-mère qui se parlaient entre elles, pour ne pas que les enfants comprennent. Donc, on n'avait pas été initié du tout à ce patois Velasquez, et encore moins à la langue espagnole. Moi, j'ai appris l'espagnol après. Donc vous vous sentez avant tout français quoi. Français, oui et non, oui. Toujours un peu, on savait bien qu'on était mitigé, qu'on était. Non, il y avait toujours cette connotation. Mais en plus, ma grand-mère ayant gardé son accent, vraiment, dont elle n'a jamais pu se défaire. Donc, fatalement, dès qu'elle parlait, on sentait bien qu'elle n'était pas française d'origine, quoi. D'ailleurs, elle avait eu pas mal d'ennuis pendant la guerre, parce que mon grand-père aussi était espagnol. Et mon grand-père, pendant la guerre de 14, de par la loi Clémenceau de 1916, avait opté pour la nationalité française. Et donc, il avait dit, je prends la nationalité française pour moi, bien sûr, ma femme et mes enfants. Donc, ça fait que ma mère étant née pour la loi française, et pour la loi espagnole. Donc, mais comme le grand-père a réglé le problème, il a dit, bon, maintenant, il a fait, disons, un genre de service militaire, quoi, puisque tous les hommes étaient au front, c'était l'année de Verdun, etc. Donc, cette loi, disons, permettait de récupérer des hommes pour certains travaux, etc. Mais comme mon grand-père était déjà cardiaque, hein, et on ne l'a pas envoyé au front, mais il travaillait pour l'effort de guerre à la poudrerie Samédard. Il fabriquait les munitions. Et quand votre grand-mère parle espagnol, enfin, pardon, elle parle pas espagnol, elle parle même pas espagnol, votre grand-mère. Ah si, elle parlait espagnol, elle parlait un patois. Elle parlait les deux. Les deux. En famille, on parlait le patois. Ah, et vous la compreniez alors? À la fin, oui. Mais... C'est où la fin? Parce que c'est pas encore la fin. Si, mais attendez, ma grand-mère est décédée, ça fait quand même déjà. Ah, vous voulez dire à la fin de sa vie? À la fin, oui. Ah, excusez-moi. Oui, non, mais c'est-à-dire que à la longue, on arrive à s'habituer, disons, à un certain vocable. Immanquablement, on arrive à faire, disons, on l'enregistre, et si on ne comprend pas tout de suite, quelquefois après, dans le sens de la phrase, vous arrivez à rétablir le sens, disons, de la conversation voulue au départ. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous parliez plus le bordeluche que l'espagnol? Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on parlait avec elle, elle utilisait son vocabulaire, disons, français bordeluche, et on n'utilisait pas du tout, elle n'utilisait pas son patois, sachant pertinemment bien qu'on ne le comprenait pas. Et est-ce que vous parliez plus le bordeluche que le français? Moi, oui, à une certaine époque. Mais les instituteurs dans les écoles publiques élémentaires, disons, se chargent justement de rectifier ce vocabulaire un peu dissident.
Donc, les instituteurs ont beaucoup châtié justement le bord de Luche. C'est tout à leur honneur, puisqu'ils sont là pour apprendre aux gens à parler français et à lire le français. Bon, mais après, arrive ce qui peut. Si les gens souhaitent, ou les personnes qui souhaitent entretenir ce foyer de langue un peu hors les murs, si vous voulez, un peu hors catégorie, comment dire, hors norme, par rapport à la syntaxe française, au vocabulaire français. Bon, mais justement, vous avez pas eu un peu de mal à rentrer dans le moule? Non, parce que on savait pertinemment bien qu'il y avait des mots qui n'étaient pas tout à fait académiques. Hein. Ah oui, parce que si je vous dis Anki, ça fait oui. pas très. Non, mais Anki, non. Alors, il y avait le. ça ressemble pas du tout au français, quand même. Non, pas du tout. Vous parlez du vocabulaire de rue. Ah, oui. Parlez un vocabulaire. Là, c'est vocabulaire de rue. Mais en famille, on était hors de question de prononcer des mots comme ça. Ah, dans la rue, on avait un vocabulaire précis. Oui. En famille, un autre, et à l'école, un autre. Voilà, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Non, en famille, on ne s'amusait pas, parce qu'il y avait quand même les parents qui étaient là pour rectifier le tir, si vous voulez. On a certaines choses qu'il ne fallait pas dire à la maison. Alors, vous allez me rectifier, parce que moi, j'ai vu dans un dictionnaire que Anki, ça voulait dire oh là là, mais j'ai pas l'impression que ça veut dire oh là là. Ah. C'est un euphémisme. Hein, on est d'accord. C'est un euphémisme de notre mot beaucoup plus vulgaire, quoi. On va pas faire de commentaires. Et on peut dire entrouffe, c'est un synonyme, Anki, entrouffe. Ça veut dire, c'est la même chose. Hein. Les euphémismes d'un mot beaucoup plus vulgaire et pourtant très, très, très usité à Bordeaux. Voilà, non, mais ça. Si le propre de ces langues, disons de la rue, c'est qu'elles évoluent en permanence. On peut dire même que c'était des langues vivantes par excellence, quoi, parce que une personne qui n'avait trouvé pas le mot exact arrivait à créer un mot et dans le sens de la conversation, les gens comprenaient tout de suite et réutilisaient le mot plus ou moins dans son essence originelle, mais ils utilisaient le mot, et puis ils le replaçaient, etc. Puis ça devenait un mot du vocabulaire habituel. Le vocabulaire se créait dans la rue. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez dû voir l'évolution du marché, avec aussi l'évolution de la langue, enfin du bordeluche, parce que aujourd'hui, le bordeluche, on entend. Il y a des mots qui restent comme ci, par-ci, par-là, mais bon. Ah mais non, mais de toute façon, vous savez que la tendance générale, c'est l'embourgeoisement. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, par exemple, ce qu'on appelle autrefois l'instituteur, maintenant, il faut dire, c'est le professeur des écoles. Hein. On embourgeoise le mot. Mais la fonction, disons, même si elle a évolué, si elle est plus complète, et encore savoir, mais disons qu'on prend un sens qui est au-dessus de ce qui existait. Pour le reste, c'est pareil. Les marchands des capucins, les marchands de charrettes ne sont plus aussi imaginatives au niveau de leur humour qu'elles ont pu l'être il y a 30 ou 40 ans. Ça s'est un peu aseptisé, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Alors, à l'époque, les charrettes, comment ça fonctionnait? C'était quoi les charrettes? Alors ça, les charrettes, c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Hein. Il y avait des places. Alors d'abord, il faut voir l'étendue de la profession, qui était quand même extrêmement importante. Le samedi, vous aviez des charrettes depuis les Capucins, évidemment, et ça s'est tiré rue Eligène-Trac presque jusqu'à la Victoire. Et généralement que d'un côté. Le côté où perçait le soleil, parce que, évidemment, l'hiver et tout ça, il fallait. Mais par ailleurs, il y en avait aussi, je parle des années 50, 48-50, où là, moi, j'allais au cours de la Marne, ce qui s'appelait Collège technique de garçons, qui maintenant est Gustave Eiffel. Et en rentrant,
j'accompagnais un copain qui habitait rue Lajarde. Et je me crampe. Et on longeait le cours de l'Isère. Et sur le cours de l'Isère, il y avait aussi des marchands de charrettes, parce qu'il y avait beaucoup moins de voitures que maintenant, vous le comprenez. Tout de suite après la guerre, il n'y avait que quelques voitures, il y en avait, mais très peu. Et sur le côté soleil, il y avait des marchands de charrettes, quelquefois jusqu'à la rue La Fontaine. Alors qu'ils vendaient, eh bien, il y avait le tri qui se faisait chez les mandataires de fruits et légumes. Et quand, par exemple, sur un colis, on dirait un cajot, mais un colis, quand il y avait des fruits qui commençaient à s'abîmer ou comme ça, on surveillait le reste de la cargaison, et puis on faisait le triage, et en particulier, il y avait les oranges. À l'époque, ça se vendait beaucoup, c'était la grosse orange Navel, la très grosse orange, qui était navelisée pratiquement à la main. Donc c'était des oranges énormes, et qui, dès qu'elles avaient un point de moisi sur l'écorce, pouf. Donc ça passait par les marchands de la charrette. Et c'était vendu bon marché, quoi. Alors, il suffisait d'enlever... Donc, qui disait charrette disait moins cher. Ah ben en principe, oui. Mais oui, parce que c'était toujours, disons, quelque chose qui était au bord de la poubelle, quoi. Et d'ailleurs, là, il fallait faire attention, parce que c'est... Les marchandes, elles mettaient, comme je disais toujours, les plus belles devant vers la cliente et les pourries de son côté, là où elles les attrapent, comme on dit. Alors, bon, il y a encore, une fois, ma mère s'est retrouvée, et alors l'emballage, c'était le journal, un Sud-Ouest, qui faisait les plus beaux cornets, parce qu'on dépliait le journal. Surtout à l'époque, il était en format plus important que le format que l'on connaît actuellement. Et dans un cornet bien fait du Sud-Ouest, elle vous faisait 3 livres faciles. Et ça tenait. Que maintenant, on ferait à peine le kilo avec le Sud-Ouest qui est réduit en format. Mais, par exemple, si la marchande avait des cœurs d'artichaut qu'elle n'avait pas pu vendre, enfin des artichauts qu'elle n'avait pas pu vendre, alors à des moments, elle faisait les cœurs. C'est-à-dire qu'avec un couteau, elle pelait toutes les feuilles sèches. Il restait le cœur que l'on faisait bouillir pour le consommer comme ça. Mais les cœurs, il fallait le faire. Et puis, ça faisait beaucoup. Et puis, bon, c'était quand même laborieux. Et alors, au fond des cornets, elle mettait un artichaut. Et elle, par-dessus, elle mettait des cerises et tout ça. Parce que j'avais raconté des histoires. Les cerises, et puis, bon, pouf. Au revoir et bonsoir, elles avaient balancé leur artichaut au prix de la cerise, quoi. Ça, c'est arrivé... Oh, alors la litanie, c'est toujours le même. Regarde ça, c'est le son voleuse. Et ma grand-mère, pareil. Alors que bon, je ne sais pas si elle l'avait fait, mais en principe, elle disait toujours, elle mettait, surtout quand elle vendait le poisson, elle mettait toujours un petit quelque chose en plus, parce qu'elle disait toujours, client content revient souvent. Alors comment on dit ça en Bordeluche? Ben non, ça, c'était, je sais pas si... C'était comme ça. Si un équivalent. Ouais. Client content revient souvent, client déçu ne revient plus, et client piné revient jamais. Voilà. Voilà. C'était un précepte marchand. Alors donc, elle soignait un peu mais avec un rien. Je vous mets un petit truc en plus. Voilà. Et puis bon, au poisson. Mais alors, après, il y avait l'histoire des aloses. Alors les aloses, c'était un poème. Parce que vous connaissez les aloses. Bon, maintenant la pêche est interdite, pendant longtemps parce que... Les aloses, on peut quand même dire que c'est une spécialité de la région, hein. Oui, mais tous les estuaires, il y en a aussi dans l'entrée de la Loire. Hein. Bon, il n'y avait pas que l'alose. Il y avait l'alose feinte, et vous aviez le gatte et la gatte. Et ça se vendait à la charrette, hein. Mais ça se vendait surtout au mois de mai. Et avec les chaleurs orageuses, souvent du mois de mai, la lose, pof, elle tournait. Et donc, elle se libérait de la cargaison de la lose dans les bouches d'égout, comme ça avait fait un truc monstrueux, une histoire. Il y avait
d'ailleurs des arrêtés municipaux qui interdisaient la vente à la charrette des produits de la mer ou du fleuve rue Sainte-Catherine. Hein, parce que, évidemment, ça se décomposait et puis ça envoyait des relents de cadavres, si on peut dire. Et la police au quotidien, comment ça se passait Ah, ben alors, la police surtout au Capu, il y avait des spécialistes pour verbaliser éventuellement les marchandes qui n'étaient pas à leur place. Parce que les marchandes avaient la médaille, ce qu'on appelait la médaille, avec un numéro. Et d'après ce qu'on m'a raconté, il y avait la présidente des marchandes, que d'autres appelaient les crinquebilles, les coureuses de rue, ou les ambulantes. On tirait au sort les emplacements. Voilà, et chacune avait son emplacement pour une durée, c'était décidé entre elles. Et celle qui n'avait pas sa place, elle donnait intervention de l'agent préposé, dont un avait une renommée qui arrive à peine à s'effacer, qui avait, disons, des problèmes dentaires ou je sais quoi, mais qui avait une haleine ultra forte, et que ces dames avaient baptisé Colgate. Vous voyez, par rapport au dentifrice dents blanches, haleine fraîche, super dentifrice Colgate, je ne vais pas faire la réclame, mais enfin bon. Et donc, il était particulièrement sévère, pour ne pas dire emmerdeur, avec les marchands. Donc, voilà, il était là pour régenter. Et alors, quelquefois, il y avait des disputes entre ces marchands. Et il y en a une qui disait « Ouais, moi je me suis levé à 5 heures du matin pour me garder la place. » « Oui, mais c'était ma place, tu le sais bien, c'est pas ta place. C'est parce que qu'on t'a donné au tirage. » Alors tu comprends. Et alors, finalement, moi j'ai vu une fois une charrette avec des pommes et l'autre d'orange donner un coup de pied dans la servante de la charrette. La servante, c'est cette espèce de béquille. Il y en a une avant, une à l'arrière qui tient la charrette en équilibre. Il y a les roues, une servante devant, une servante derrière, qui maintient la charrette à peu près, quoi. Et voilà, puis la charrette a basculé, et les pommes ils sont tombés, ils sont rentrés à la bouche d'égout devant la morgue. Alors, ça fait vilain quand même. Voilà, bon, mais c'était le côté anecdotique, quoi. Mais ce qui avait d'intéressant, c'était par exemple le vocabulaire. Il y avait toujours du calembour qu'il fallait saisir. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire? Oh, ben, petite, mais c'est qu'il y en a eu beaucoup. Alors, racontez-nous tout. Alors, bon, oh, non, tout, ça ferait trop long. Moi, une fois, j'avais des copains et des copines qui venaient chez moi le soir pour manger. Enfin, bon. Et j'avais voulu acheter des poires, des fruits. Et il y avait des poires. Alors, une dame, je ne veux pas dire son nom, mais bon, une dame que j'ai revue très récemment, qui est encore là, qui se porte comme un charme. Et on l'appelait l'américaine, hein, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai vu l'autre jour, et j'ai regardé, j'ai dit, elle est encore là, tiens au compte. Et qu'est-ce qu'il va me regarder, celui-là? Alors, j'ai un petit coup d'œil ne coûte rien, pour reprendre ce que disent les marchands. Regardez. Enfin, bon. Et donc, elle avait les poires. J'achetais des poires et je visais. Oh, je lui dis, me donnez pas les castamoses, parce que j'ai du monde ce soir à la maison. Et elle appelle sa copine. Nicole, le monsieur, il a du monde. C'est ça veut dire, hein, monsieur, avoir du monde. C'est une dame quand elle est indisposée, quand elle a ses règles. Voilà. Oui, je veux dire, je vais balancer un truc pour lui montrer que j'avais compris. Enfin bon. Et voilà, mais c'était comme ça, c'est du tac au tac. Si vous n'avez pas la réponse, c'était fini. Et alors vous, Claude, cette histoire avec le bord de Luche, comment elle s'est construite en fait? Parce que il y a une sacrée histoire entre vous et le bord de Luche. Oui, non, mais attendez, ça c'est autre chose. Ah, excusez-moi. C'est le spectacle, alors. Ah. Non, mais oui ou non?
c'est ça à quoi vous voulez arriver, finalement. Peut-être, enfin comme vous voulez. Non, mais bon, ça, je peux en parler aussi bien. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais pratiquement si. Ah bon? Ben, et c'est-à-dire que, non, je racontais toujours des histoires. Quand, bon, il faut dire que j'ai été un des cofondateurs de l'Onyx. Et donc, au départ, c'était Alors, le théâtre l'Onyx, dans le quartier Saint-Pierre? Oui, oui, non, mais au départ, c'était. Enfin, oui, Saint-Pierre, mais enfin, il est né quand même. Hein. Il est né à Sainte-Croix, finalement. Hein. Finalement, parce que, disons que la tendance a été créée par. Ça y est, non, ça s'est appelé le Poisson-Lune au départ. Et c'est Jean-Louis Froment, qui était professeur déjà aux Beaux-Arts, qui avait souhaité trouver un lieu pour que ses collègues ou ses élèves en terminale, disons, puissent exposer leurs œuvres, disons, dans une galerie privée. Et il avait souhaité, disons, créer une animation avec chanson-poésie. Et ça, c'était dans les années combien? Et ça, c'était 66. 66, voilà. 66, 67. Et Froment a été sollicité par Mme Chaban à Elmas pour créer le musée actuel, le musée d'art moderne. Et donc, il a abandonné le Poisson-Lune. Ça a duré 1 an. Et par la suite, alors on s'est réunis, ceux qui avaient participé, disons, à ces soirées, chansons-poésie, avec entre autres Busto, etc., des Rico, Suir, bien sûr, sa femme, moi-même, et Mado Richaudot, qui est elle aussi aux Beaux-Arts. Et on a dit, mais il faut continuer quelque chose. Bon. Et bon, on est resté sur l'idée de recréer quelque chose. Et donc, Daniel Busto a proposé l'Onyx. Alors j'ai dit pourquoi c'est en rapport avec l'Obsidienne à Paris, qui était un café-théâtre qui tournait bien. Non, vous voyez, l'idée du minéral, quoi. Hein. Ah non, bon, finalement ça plaisait à tout le monde et ça a démarré comme ça. Voilà, et Suir donc a été l'animateur de l'Onyx pendant très très longtemps, et avec talent d'ailleurs, hein, parce que c'est une bonne réussite. Hein. Et lui, antérieurement, avait créé le groupe de recherche et d'expérimentation théâtrale en 64 ans. Et ça nous a quand même permis de présenter spectacles d'Araval. Puis bon, les acteurs qui se jouaient à Paris, disons. Bon, ça ne me revient pas maintenant, ça me revient dans un quart d'heure. La mémoire est fugace à mon âge. Donc. Et vous, comment vous êtes rentré, comment vous avez rencontré le théâtre? Parce que vous n'êtes pas du tout de ce milieu-là, vous? Ah ben, d'ailleurs que moi j'ai commencé par le chant. Le chant lyrique, hein, dans une société qui s'appelait la Girondine, dont le président était de Rochebrune. Rochebrune qui ensuite a créé le théâtre de poche, qui est devenu après le théâtre Molière. Bon, et disons que la Girondine, ça a été dissous, disons, et je continue à prendre des cours avec Madame Rougier-Barmard, qui était mon professeur de chant. Et je suis parti au service militaire, et j'ai eu la chance de rester en France, puisque c'était au moment de la guerre d'Algérie, en 1956. Et j'ai demandé à mon commandant d'unité si je pouvais reprendre mes cours au conservatoire de Tours. Et comme c'est un musicien, M. Le Bars, il m'a dit oui, je vous donne la permission, etc. J'ai acheté un Solex pour faire le trajet là-bas à Parcé-Mêlé à Tours, ville. Et voilà, j'ai joué au conservatoire le soir. Donc je suis revenu à Bordeaux, j'ai dû abandonner le chant, mais là-bas aussi j'avais commencé les cours comédie classique, comédie moderne et tragédie, en plus.
Et comme les cours étaient le soir, ça me convenait très bien. Ça veut dire que tous les soirs, j'étais de sortie, j'allais à Tours tous les soirs. Et en revenant à Bordeaux, donc j'ai dû abandonner le chant parce que vocalement, je n'arrivais pas. Et j'ai conservé comédie classique et moderne. Donc, j'ai passé les concours du conservatoire à Bordeaux, au Grand Théâtre, et j'ai eu un premier prix de comédie classique et moderne. Alors, c'était toute votre vie ou? À l'époque, c'était, oui, c'était comme d'autres jouent des échecs, d'autres font du tennis. Moi, c'était ma passion à l'époque. Et vous vouliez que ça devienne votre métier? Non, à franchement parler, non. Parce que je travaillais dans une entreprise où le salaire n'était pas merveilleux, parce que parallèlement, j'avais continué mes études. Moi, comme j'avais été élève au cours de la Marne, bon, j'étais parti avec un brevet professionnel de dessinateur en mécanique. J'avais continué parce que je voulais accéder, disons, au professorat technique adjoint de l'enseignement technique. Et donc, j'avais continué des cours qui étaient dispensés par la Bourse du Travail, parce que l'enseignement public ne donnait pas autre chose, quoi. Et donc, c'était à la Bourse du Travail, c'était la CGT, pour dire le vrai, qui donnait ces cours. Et j'ai appris l'espagnol, alors, par FO, la Chambre syndicale des employés de commerce et de l'industrie. Voilà, parce que j'ai appris l'espagnol comme ça. Voilà, tout simplement. Par ces organisations syndicales, quoi, qui en plus de l'idée syndicaliste, disons, dispensaient des cours de promotion sociale. Voilà, c'est tout simple. Alors dans ce théâtre, dans ces représentations, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous vous amusiez à montrer, je sais pas, par exemple la vie d'un marché avec le bord de Luche? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez quoi? Non, mais au départ, disons que Suire avait organisé des créations sur Bordeaux. Alors, je vais parler d'Arabal, il y avait Ionesco. Ah, Ionesco. Alors, moi, il avait été prévu la leçon d'Ionesco, je devais faire le professeur. J'ai jamais pu apprendre le texte qui est d'une complexité incroyable. Donc, j'ai pas pu apprendre ça. En plus, je relevais d'une maladie où j'avais reçu pas mal d'antibiotiques, etc. J'avais des trous de mémoire, donc je n'ai pas pu l'apprendre. Alors, des trous de mémoire, on m'a dit que vous aviez fait plus de 600... Oui, c'est ça, et quelle représentation, mais ça fait pas mal. Oui, non, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Il y avait un canevas et c'était pratiquement de l'impro tous les soirs. Ah, vous faisiez de l'impro? Ah, bien souvent, oui. Souvent, parce que, disons, mon compère, là, Pierre Morin, à des moments, m'envoyait une répartie qui n'était pas prévue et il fallait enchaîner là-dessus, quoi. Voilà, donc... Et ça, c'était tous les soirs ou quoi? Non, pratiquement pas. Il fallait qu'il soit en forme. Et bon, des moments, il arrivait un peu fatigué, quoi. Enfin, je ne veux pas dire de mauvaises choses, mais certains soirs étaient moins dynamiques. Heureusement. Alors ça, c'était en bord de Luche ou pas? Ah ben oui. Ah ben oui, ça c'était des histoires bordelaises, donc. Et vous en avez une petite à nous raconter? Oui, mais non, parce que je ne vais pas vous raconter tout le... C'est long. C'est long. Ben, non, puis quelquefois c'est un peu cavalier, quoi. Disons qu'il y a des choses qui... Non, je ne sais pas quoi vous dire. C'était... Disons qu'il y avait une connotation sur les événements actuels. Ah oui, c'était par rapport à l'actualité, quoi. À l'actualité, et en plus l'émission qu'on a eue à Bordeaux-Gironde, c'était aussi, je pense que ça c'était tous les journaux de la semaine, pour trouver des sujets intéressants, mais des sujets qui prêtent, disons, à critique, hein, ou à, disons, à... Comment dire, à l'Asie. À polémique, c'est ça? Non, pas à polémique, trop, mais à pouvoir en rire, quoi. C'était ça. Pardon. Voilà, donc,
Je dépiotais le journal parce que Moret me donnait un contrepoint, si vous voulez. C'était le clown blanc qui me permettait, moi, d'enchaîner, de déblatérer, d'envoyer des trucs plus ou moins valables, plus ou moins bons. Et puis, bon, ce qu'il y a eu aussi, c'était le commentaire des momies de Saint-Michel. Ah oui, les momies. Alors les momies, c'est par rapport à la cathédrale, c'est ça? Mais non, c'était par rapport à la crypte de Saint-Michel, Oui. où quand sous la Révolution à peu près, on a décrété que disons, la proximité des cimetières et des maisons d'habitation n'était pas très académique, n'était pas très sain. Donc il fallait enlever ces cimetières d'autour des églises pour les transférer à la Chartreuse. Donc, c'est aperçu en exhumant les défunts autour de l'église Saint-Michel que les corps s'étaient momifiés naturellement. Et donc, ces corps, on les avait descendus de la crypte de la tour elle-même. Il y en avait 65 ou quelque chose comme ça. Et ils se sont conservés pendant pas mal de temps, quoi. Et c'était une visite que pouvaient effectuer tous les visiteurs, disons, touristes, si on peut dire. Mais il y avait un soupirail qui aérait cette crypte. La tour, par elle-même, était entourée d'une grille. Et les drôles du quartier jetaient des cailloux à qui arriverait à envoyer son caillou par le soupirail. Et la femme qui était guide disait, oui, vous comprenez, moi je suis obligé de me remonter les cailloux, et puis ça peut tomber sur des personnes qui visitent, tout ça. Elle a fait fermer le soupirail. Et partant de là, les vapeurs et l'humidité naturelle du lieu, parce qu'on sait très bien que dans les caves, il y a toujours un peu d'humidité, plus les exhalaisons de la respiration des visiteurs, et l'humidité est restée dans cette crypte, et les momies ont commencé à se décomposer. Jusqu'à devoir les enlever carrément, parce que c'était plus que des pourritures. Et donc, moi, j'avais, avec un petit magnéto portable, j'avais enregistré le commentaire de cette dame. Parce qu'il y a eu le commentaire d'un couple de Béarnais, antérieurement, et là, c'était une dame d'origine espagnole aussi, avec son accent, qui faisait donc la visite. J'avais enregistré, et pour corser dans l'histoire bordelaise, j'avais dit, on va l'insérer en seconde partie. Alors, j'avais des copains qui étaient décorateurs au Grand Théâtre, qui avaient brossé une toile. Alors, avec ici, une nourrice, pense-t-on, serait morte d'une fièvre de lait, etc. Et vous voyez le trou qu'elle a patrie. Et alors, à travers le décor, je passais le bras entier. Bon, évidemment, avec en augmentant, en exagérant, quoi. Mais c'est qu'en plus, le public, quand je disais une famille entière empoisonnée par les. Et le public disait par les champignons. Parce qu'il y en avait qui connaissaient le laïus, quoi. Et ça marchait toujours très bien. Voilà, alors donc, je vous dis, j'ai fini ça, alors que Suire était venu me voir, disons, m'avait rencontré parce qu'il avait assisté au concours du conservatoire en 63, et en 63, le matin, je jouais un extrait de Richard III de Shakespeare, un truc extrêmement dramatique. Moi, je me suis toujours senti dramatique. Le jury du conservatoire m'avait classé composition comique. Et tant que je n'ai pas passé composition comique, ils ne m'ont pas donné le prix. Alors, la dernière année, j'ai dit, mais je vais leur céder. J'ai passé un courteline en moderne, et ça a été premier prix, premier nommé, donc ça veut dire que je le méritais l'année d'avant, mais ils ne me l'ont pas donné.
Claude, merci à vous. Merci beaucoup. C'est déjà fini? Non, presque. presque. Avant de nous quitter, vous qui avez connu le quartier vers 7-8 ans, et aujourd'hui, il y en a un peu plus au compteur, j'ai envie de dire. Oui, oui, bien sûr. Et comment vous voyez le quartier aujourd'hui? Comment, par rapport à l'évolution, parce qu'il a évolué d'une façon... Oui, non, absolument. L'époque dont je parle, c'était beaucoup un quartier espagnol, aussi bien côté sud par rapport au cours de la Marne que côté nord, si on peut dire, Saint-Michel jusqu'au cours Victor Hugo. D'ailleurs, le cours Victor Hugo, le dimanche, c'était un marché des fossés. Beaucoup d'Espagnols se retrouvaient sur le cours Victor Hugo pour discuter. Évidemment, il y avait beaucoup de républicains qui se retrouvaient là après la retirade, après la guerre d'Espagne. Et donc, dans le quartier même de Saint-Michel, il y avait beaucoup de pièces, de chambres qui étaient louées à des Espagnols. Le quartier était par essence espagnol. Après, ces Espagnols se sont mariés, ont fondé des familles, des enfants avaient un pied avec les Espagnols et un pied avec la France. Donc ça s'est déjà embourgeoisé un peu. Et ils ont quitté le quartier. Ils ont été remplacés par les Portugais. Et les Portugais ont été remplacés par des Algériens ou des rapatriés. Enfin, des rapatriés, je veux dire arabes, c'est pas péjoratif. Enfin, disons que maintenant, il y a toute une partie, par exemple, au Capucin, qui est, disons, utilisée par des commerces noirs, disons africains. Voilà donc, alors, évidemment, le panorama est tout à fait différent. Mais, disons, dans l'esprit des marchands, c'est beaucoup plus bourgeois que ça n'a pu être. Le marché des Capucins, aujourd'hui, comparé à ce que vous avez connu? C'est la nuit et le jour. Il y avait de l'humour. De l'humour, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On restait l'air de rien comme ça pour écouter. Mais ça n'était pas circonscrit parce que vous aviez des marchands des 4 saisons qui étaient un peu partout dans la ville. Et en particulier, vous en aviez 2 à Saint-Projet. Je sais pas, on les appelait Nénette et Fifi, quelque chose comme ça, qui étaient spécialisés dans la banane. Alors, par exemple, il y a un truc qui était passe-partout. Les clientes qui voulaient se servir elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, ma charrette, c'est pas le bénité de Saint-André pour que tout le monde me mette la main. Et voilà, vous voyez le truc. Ou alors, les marchands de bananes, elle disait par exemple, quand c'était des bananes bien jaunes, c'était de l'arrivage. Alors quand elles étaient un peu mouchetées, c'est de la muscade. Et quand elles étaient noires, c'est de la banane de Loubangui. Voilà. Non, il y avait un humour à l'époque qu'on ne retrouve pas du tout. Je vous dis, les dernières, Madame Lucas qui n'exerce plus, l'autre personne dont je vous parlais, donc, qui est vraisemblablement une des dernières, de celles que j'ai connues de quand j'étais beaucoup plus jeune. Pour conclure, Claude, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire qui vous tient à cœur sur ce quartier des Douves, des Capucins que vous avez connus depuis votre temps d'enfance? Enfin voilà quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire maintenant là? Écoutez, il y a une évolution qui est logique. On a changé déjà la structure du marché avec une construction plus moderne. Et puis, alentour, il y avait tout un tas de commerces connus, des boucheries. Disons, il y avait 3 présidentes. C'était femme générale. La présidente du carreau, présidente des commerces alentours et présidente des marchands des 4 saisons.
disons, pour le quartier des Capucins. Vous voyez, ça faisait trois disons, présidents ou présidentes qui, je ne veux pas dire qui régentaient, mais enfin qui étaient plus ou moins responsables de la bonne marche du système. Parce que ensuite, donc, les grossistes sont partis à Brienne, et puis le détail s'est un peu mis à son aise. Mais au fur et à mesure, ça s'est égrené, et il y a beaucoup moins de marchands sur le carreau. Maintenant, c'est beaucoup plus espacé, et puis c'est plus du tout la même densité Évidemment, avec les grandes surfaces et tout ça, les gens qui ne font plus des kilomètres pour venir s'approvisionner au marché, parce que bien souvent, avec certaines promotions comme ça, les grandes surfaces arrivent à capter la clientèle, quoi. Alors dire, ça a évolué, c'est comme ça, c'est comme ça. Un genre de fatalisme, on ne peut pas aller contre. Hein. Il y a quand même un certain esprit qui reste, hein, mais je vous dis, il n'y a plus cet humour qu'il y avait, qui était... L'humour. L'humour cavalier. Cavalier, c'était jamais de la libre, quoi. C'était un peu cavalier, mais c'est ce qui plaisait, finalement. Même les dames un peu bourgeoises, c'est les lèvres, mais n'osaient pas rire à Franco, mais enregistrer quand même. Hein. Claude, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Eh bien, à bientôt, je le souhaite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.